Bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez le journal de la nuit du 1er au 2 août sur BFM TV. Et à la une, 2 avions militaires français sont en train d'évacuer le Niger. Le pays est en proie à une crise politique majeure depuis un putsch militaire. Les autorités françaises redoutent une escalade de la violence. Les derniers éléments dans cette édition. Donald Trump inculpé cette nuit aux États-Unis dans des affaires d'interférence électorale américaine en 2020. De nouvelles poursuites qui viennent s'ajouter à d'autres enquêtes déjà en cours. La tempête en plein été, c'est assez inhabituel pour un mois d'août, mais c'est ce qui attend une bonne partie de la France ce mercredi. Pluie, températures fraîches, vent violent et peut-être des vagues qui viendront frapper les côtes, à la clé des déceptions pour les vacanciers. Et puis, comment 3 braqueurs armés ont-ils pu dérober plus de 10 millions d'euros de bijoux en plein jour et en plein cœur de Paris? C'est la question que l'on se pose après l'attaque d'une bijouterie ce midi. Un braqueur repenti nous racontera le mode opératoire d'un tel casse. 600 Français ont donc manifesté leur souhait d'être évacués du Niger. Des ressortissants européens bénéficient également des 2 avions mis à disposition par l'armée française. Un premier vol est parti dans la soirée de Niamey, direction Paris. L'objectif, il est clair, évacuer le plus rapidement possible ceux qui en ont fait la demande. Jules Boiteau, Hilal El Aflahi. À l'aéroport international de Niamey, des dizaines de ressortissants français attendent avant d'embarquer. Une à une, ce mardi après-midi, les voitures sont entrées dans l'enceinte de l'aéroport, sous la surveillance du personnel de sécurité nigérien. Une fois sur place, les civils sont orientés par des militaires français. Il y a du personnel militaire français déjà à Niamey. Et là, c'est à partir de ce personnel déjà à Niamey, sur la base aérienne projetée, qu'une 50aine de militaires s'occupent d'aider à embarquer. 2 avions français, des Airbus A330, ont été déployés dans la journée après être partis d'une base militaire du sud de la France. L'un d'eux a décollé direction Paris dans la soirée avec 262 personnes à son bord. Selon le Quai d'Orsay, 600 Français ont manifesté le désir de quitter le Niger. Des ressortissants allemands, belges, danois, luxembourgeois et grecs souhaitent eux aussi être évacués. Les autorités françaises veulent que l'opération soit rapidement menée dans un contexte de tension. Dans ce genre de pays, pour avoir déjà vécu ce genre d'opération d'évacuation, la tension monte rapidement et ne descend pas rapidement. Donc il se pourrait que sur certains points chauds, pour je ne sais quelle raison, il y ait des difficultés sur des checkpoints, des difficultés autour de l'aéroport. À Paris, un centre de crise a été mis en place au ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay assure que des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le pays pourraient également être évacués dans les avions français. Une opération d'évacuation d'ampleur, indispensable selon Paris, après la dégradation de la situation sécuritaire au Niger et la fermeture de l'espace aérien par les militaires au pouvoir, qui empêchent les civils de partir par leurs propres moyens. Ces derniers jours, des manifestations hostiles à la France ont ébranlé la capitale. Les portes de l'ambassade française ont même été prises pour cible. Mais selon certains Nigériens, ce ne sont pas les expatriés qui sont visés. Nous vivons d'une façon symbiose avec cette population française vivant au Niger. Donc ils n'ont vraiment aucune raison de les rapatrier. C'est un raté encore de plus du politique français. On n'a pas de problème avec les Français et les ressortissants européens. On a des problèmes avec les gouvernements européens. S'ils ont dit qu'ils vont rapatrier leur population, ils n'ont qu'à rapatrier leur armée d'abord. Selon l'état-major des armées, l'évacuation des quelques 1500 soldats français basés au Niger n'est, elle, pas à l'ordre du jour. Alors une question se pose. Pourquoi vouloir organiser une évacuation si rapide en moins de 24 heures? Et surtout, comment l'armée française peut-elle tenir des délais si courts? Élément de réponse avec Anthony Bélanger, notre consultant politique international. Ce type d'ingénierie, la France sait faire. Le ministère des Affaires étrangères aussi, qui a mis en place des structures extrêmement efficaces, très rapidement, pour identifier les Français présents sur place et les personnes susceptibles de vouloir être volontairement évacuées.
Pourquoi si rapidement? Tout simplement parce que il y a quelques dates à venir qui sont un peu problématiques. La première, c'est le 3 août prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, c'est la fête nationale nigérienne. Il va y avoir des manifestations. Et il y aura donc qui seront autorisés et qui pourraient en tout cas, a-t-on jugé à Paris, qui pourraient se diriger contre la France, et en soutien à la junte au pouvoir. Or, la dernière fois que ces manifestations de ce type ont eu lieu, c'était dimanche, ça s'était pas très bien passé. Deuxième chose, il y a un ultimatum de la CEDEAO, c'est-à-dire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui est dirigée en ce moment par le Nigeria, et qui a donné au Niger, 1 semaine pour établir l'ordre constitutionnel et précisément le président Bazoum dans l'exercice de ses fonctions. Cette échéance tombe dimanche, donc il était important de profiter d'une espèce de fenêtre de tir, même si le mot n'est pas très approprié, de 24, 48 heures pour pouvoir évacuer ceux qui voudraient ne plus rester sur place ou ne pas risquer éventuellement d'être pris pour cible dans le cadre de ces manifestations ou ne pas être pris entre 2 feux si jamais la CEDEAO décidait d'intervenir militairement. Et la pression continue à s'accentuer sur les putschistes nigériens puisque la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, annonce se réunir de mercredi à vendredi pour échanger sur les suites à donner à ces perturbations politiques au Niger. On part aux États-Unis tout de suite où Donald Trump est inculpé cette nuit dans des affaires qui concernent des interférences électorales américaines en 2020. Ce sont de nouvelles poursuites qui viennent s'ajouter à d'autres enquêtes déjà en cours. Les précisions tout de suite d'Antoine Lard, le correspondant de BFM TV aux États-Unis. Alors, Donald Trump, effectivement, avait annoncé qu'il était sur le point d'être inculpé et environ un quart d'heure après ce message qu'il avait posté sur son réseau social, la nouvelle est tombée effectivement officiellement. Trump est inculpé, en fait, pour avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020. Vous vous en souvenez, pendant des semaines et des semaines, il prétendait que l'élection avait été truquée, qu'il n'avait pas perdu, que Joe Biden n'était pas le vainqueur, ce qui a chauffé à blanc ses partisans et tout cela a fini par exploser le 6 janvier 2021 lorsque les Trumpistes ont envahi le Capitole. Le voilà donc aujourd'hui inculpé, mis en examen, notamment pour complot afin de commettre une infraction contre l'État américain ou encore entrave à une procédure officielle. Ce sont des charges extrêmement lourdes qui pourraient valoir au total à Donald Trump jusqu'à 25 ans de prison. On notera en revanche que la charge de conspiration séditieuse n'a pas été retenue. Ça, c'était la charge vraiment la plus grave et la plus dangereuse entre guillemets pour Donald Trump, puisqu'en cas de condamnation pour conspiration séditieuse, Trump serait inéligible, ça veut dire qu'il ne pourrait pas briguer à nouveau la Maison-Blanche. Il échappe donc à cette charge la plus grave. Trump qui a déjà réagi sur son réseau social, comme à chaque fois qu'il a des ennuis judiciaires, il crie au complot, il dit que tout ça est une manœuvre politique pour l'empêcher de revenir à la Maison-Blanche. Il dit que le procureur spécial en charge de ce dossier, je cite, est un détraqué. Alors c'est une ligne de défense que Trump adopte à chaque fois qu'il a des problèmes avec la justice. C'est la 3e fois qu'il est mis en examen. Trump qui, de cette façon, galvanise ses supporters. On le voit à chaque fois qu'il est mis en examen, ses supporters font bloc derrière lui et il grimpe dans les sondages. Ça lui permet aussi, à nouveau, de faire un appel aux dons pour financer sa campagne et pour financer ses frais de justice. Des frais de justice qui sont exorbitants. On a appris ce matin que les caisses de la campagne de Donald Trump sont quasiment vides, justement parce que ses frais d'avocat sont énormes, avec toutes ces affaires qui s'enchaînent et qui s'accumulent contre lui. Un braquage spectaculaire a eu lieu en pleine journée et en plein cœur de Paris. Plus de 10 millions d'euros de bijoux ont été dérobés par 3 personnes armées. Un mode opératoire qui n'est pas sans rappeler d'autres braquages qui ont eu lieu dans la même zone. Pauline Sarafi. Sur cette vidéo filmée par un passant, ces 2 hommes viennent de braquer une bijouterie. Il est aux alentours de 13h ce mardi lorsqu'un couple d'apparence très chic entre dans cette joaillerie à quelques pas de la place Vendôme. L'homme sort une arme de poing et force un employé à ouvrir les vitrines. Pendant ce temps, la femme laisse entrer un 3e homme. Tous les 3 repartent avec un butin estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Le braquage n'a fait aucun blessé, les ravisseurs sont en fuite. Il y a déjà l'exploitation de la vidéosurveillance qui va être mise en place. C'est ça qu'on va surtout regarder. Après, il y a mes collègues de l'identité judiciaire et la police judiciaire et la police scientifique qui ont pris les traces et indices. Et après, il y aura un recoupement par rapport peut-être à un mode opératoire qui a eu lieu déjà sur des braquages précédents.
La place Vendôme, ses palaces et joailleries en font un haut lieu du monde du luxe. Mais ces atouts en font également une cible parfaite pour les braqueurs. Le 29 avril dernier, à quelques mètres de là, 3 hommes s'en prenaient à la bijouterie Bulgarie. Montant du préjudice, plus de 6 millions d'euros de bijoux dérobés. Et à chaque braquage, toujours le même mode opératoire. En général, c'est des semaines de repérage. Sur des bijouteries, c'est forcément une commande. On ne rentre pas dans une bijouterie, surtout rue de la Paix à Paris. S'il n'y a pas de commande, c'est pas possible. Les bijoux sont très durs à écouler. En plus, les 3 quarts du temps, ils sont écoulés à l'étranger. Après le braquage d'hier matin, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour vol à main armée en bande organisée. 2 jours après l'accident d'une structure gonflable qui a coûté la vie à un père de famille de 35 ans, les exploitants du parc Wonderland prennent la parole. Ils se défendent de manquements à la sécurité et évoquent l'hypothèse d'une tornade. Matteo Pasto, Hilal El Aflali. 48 heures après le drame qui a coûté la vie à un homme de 35 ans, les responsables du parc Wonderland déclarent être en deuil, effondrés pour la famille touchée. L'un d'eux s'est confié à BFM TV. Il indique que rien ne laissait présager un tel accident. On a vécu une tornade instantanée. Le matin même, les conditions météorologiques étaient très bonnes. Une bourrasque imprévisible s'est abattue soudainement, décrochant d'un coup cette seule structure gonflable sans impacter les autres. Les habitants, eux, n'ont rien remarqué d'anormal. Il y avait un peu de vent, c'est vrai, mais c'est rien d'exceptionnel, quoi. C'était comme là, comme vous pouvez le voir là. Nos chaises, d'habitude, quand il y a énormément de vent, elles bougent, elles tombent par terre. Là, ça allait. Du coup, il n'y avait pas tant de vent que ça. Dimanche, Météo France enregistrait des rafales de vent de plus de 50 km/h à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Mais pour l'un des responsables de Wonderland, les mesures de sécurité étaient totalement respectées. La structure rectangulaire qui s'est envolée pèse 2 tonnes, 1 tonne pour la structure et 1 tonne d'eau à l'intérieur. Elle était fixée avec 10 crochets, supportant chacun un poids total de 200 kg. La fille de 4 ans de l'homme décédé dans l'accident est toujours hospitalisée dans un état critique. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte. Et dans cet accident, il y a un mort, Jérôme, 35 ans. Il était ambulancier, père de 2 enfants, dont une fillette qui est toujours hospitalisée. Alizé Boissin et Julie Rosaire sont allés à la rencontre de ses collègues qui saluent la mémoire d'un père de famille exemplaire. Avec Julie Rosaire, nous avons pu rencontrer certains des collègues de Jérôme parce qu'il était ambulancier ici à Marseille. Alors, ses collègues nous le décrivent comme quelqu'un d'extrêmement souriant, de drôle, quelqu'un aussi très proche de sa famille. Il avait d'ailleurs changé d'emploi. Avant, il était cuisinier dans la restauration. Donc, il avait décidé de devenir ambulancier pour pouvoir se rapprocher de ses 2 petites filles de 6 et 4 ans qu'il appelait tous les jours en FaceTime. En tout cas, c'est ce que nous racontent ses différents collègues. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter le témoignage d'un de ses collègues au micro de Julie Rosaire. C'est un homme généreux. Il était gentil avec tout le monde. Vraiment, ça me fait de la peine qu'il est décédé comme ça. Parce qu'à l'âge de 35 ans, il est encore jeune. Il a sa femme, plus ses 2 enfants. Et il voulait faire plaisir à ses enfants. Et malheureusement, il nous a quittés. Ça nous fait très mal. Parce que c'est un homme que je côtoie beaucoup. Il est vraiment gentil, il est généreux. Et il aime tout le monde. Et il joue avec tout le monde aussi. Souvent, il nous montre la photo de ses enfants. Parce que c'est un père, qu'on appelle un papa poule. Voilà. C'est un papa poule. Donc, il aime bien sa famille. Il aime bien sa famille. Il aimait faire la fête aussi? Ouais, il aime faire la fête, il aime jouer la comédie. Et il mettait tout le monde à l'aise. Voilà, il mettait tout le monde à l'aise. Et un bon matin, on arrive au travail, on apprend qu'il est décédé à Saint-Maximin. Vraiment, c'est vraiment triste. Beaucoup d'émotions, donc vous l'entendez, pour Jérôme, 35 ans, qui est décédé à la suite des blessures, suite à l'accident qui est survenu au parc Wonderland. Et de l'autre côté, la petite fille, donc âgée de 4 ans, qui elle reste encore hospitalisée ici à Marseille. Son pronostic vital est toujours engagé. Il ne vous aura pas échappé que nous connaissons un mois d'août anormalement froid et pluvieux sur une bonne partie de la France. Une situation qui devrait malheureusement se prolonger dans les prochains jours pour les vacanciers. Il faut donc revoir ses plans de vacances ou tout simplement les écourter. Direction un camping alsacien sous la pluie, évidemment, avec Alexia Avril, Kevin Drouan et Coralie Henel. Pour Nancy, les vacances ressemblent à ça. Mais lassés par la pluie,
cette touriste belge a décidé d'écourter son séjour. Normalement, on resterait jusqu'à samedi, mais maintenant, on va partir demain, je pense. Depuis plusieurs jours, l'Alsace a viré au gris, mais pas de quoi faire fuir les vacanciers. Pour la plupart des clients de ce camping, la pluie n'est qu'un aléa. On s'y fait, je suis équipé, j'ai une veste de pluie, et puis voilà. Quel que soit mon chemin, ça sera de la pluie. Donc, je me dis, il faut y aller, quoi. On s'adapte. On a amené de toute façon les tenues qui allaient avec. Donc, on a un abri, c'est pas très grave. On adapte les visites en fonction de ce qu'il y a à faire s'il pleut. Le temps maussade ne semble pas freiner les arrivées. Cette semaine, le camping est plein. Pour la co-gérante de l'établissement, les touristes viennent surtout pour visiter la région. Il y a de quoi faire dans le coin, donc effectivement ils viennent quand même. Et je pense qu'effectivement, une fois que les vacances sont prévues, on vient quand même, quoi. Et l'Alsace est jolie, donc de toute façon, sous la pluie ou au soleil. Le mois d'août ne signera pas le retour du soleil. L'Alsace devrait rester sous la grisaille pendant encore une quinzaine de jours. De la pluie, du vent, des températures fraîches, mais aussi, et faites attention, de possibles vagues submersions sur les côtes. Les précisions de Kevin Fleury. C'est une situation remarquable en effet pour un début de mois d'août dans le nord-ouest de la France qui est habitué aux coups de vent, aux tempêtes évidemment en pleine saison hivernale, beaucoup moins malgré tout en saison estivale. Alors il y a déjà eu des précédents, mais en fait ce qui se passe demain c'est qu'on a une importante perturbation qui va circuler sur les îles britanniques. Elle est en train d'ailleurs d'arriver et entre France et Angleterre, cette perturbation va générer de fortes rafales de vent, 100-110 km/h sur les caps les plus exposés, sur toute la moitié nord également. Vous allez sentir le vent très très fort durant la journée de demain. Ce qu'on va en réalité surveiller plutôt dans ce cas-là, c'est le phénomène de vague submersion. Donc on va voir un schéma qui explique très bien ce danger. En réalité, demain, fort coefficient de marée vers 20h45, 20h50 sur le nord de la Bretagne, sur une partie de la Normandie. Donc le niveau de la mer va être haut. Associé à ce niveau de la mer, la houle habituelle, les fortes rafales de vent provoquées par les fortes vagues provoquées par les rafales de vent, on craint tout simplement des débords, donc des inondations locales sur les parties sensibles, sur certaines zones de la Bretagne, je le disais, mais aussi en Normandie. Donc c'est vraiment ce phénomène-là qu'il va falloir surveiller. Il n'est pas impossible que demain matin, vers 6h, les services de Météo France décident sur une partie de la Manche d'enclencher ce qu'on appelle tout simplement une vigilance orange. La France n'est pas le seul pays à se retrouver sous la pluie. En Chine, un typhon devenu tempête cause des dégâts immenses et même des morts dans plusieurs villes. Pauline Sarafi. Sur ces images filmées par une caméra de surveillance, un homme est emporté par la puissance des courants. Quelques secondes plus tard, un autre homme tente de résister comme il peut, avant d'être sauvé de justesse. Depuis vendredi, le typhon rétrogradé en tempête continue de balayer la Chine, du sud vers le nord. En 40 heures seulement, le pays a vu tomber l'équivalent d'un mois de précipitations. Au moins 20 personnes sont mortes et 19 portées disparues. Les habitants sont surpris par l'ampleur du phénomène. Ni les autorités, ni les gens ordinaires ne s'attendaient à ce que les pluies soient aussi fortes. Dans les zones urbaines, la situation n'est pas si mauvaise, mais dans les zones montagneuses, il y a eu beaucoup de glissements de terrain et de villages inondés. J'ai pleuré à plusieurs reprises en lisant ces rapports. Un peu plus tôt, les pluies torrentielles ont fait sortir cette rivière de son lit. À leur réveil, ses habitants découvrent une partie du pont effondrée par la force de la crue. Les inondations ont transformé les routes en torrents de boue. Ici, les courants ont tout emporté sur leur passage, voitures et infrastructures. Lorsque l'inondation s'est produite, j'ai vu l'eau boueuse jaunâtre déferler dans la rue. J'ai su au premier coup d'œil qu'il s'agissait d'une inondation parce que l'eau coulait vite et qu'elle transportait de la terre. Désormais, l'heure est au nettoyage, mais la Chine craint l'arrivée d'un nouveau typhon proche des côtes est du pays. Depuis quelques semaines sur TikTok, un phénomène alerte les observateurs. Des publicités pour des injections de Botox complètement illégales, dispensées par de faux praticiens et surtout de fausses praticiennes. Ce sont des pratiques qui sont à risque pour les jeunes femmes victimes. Blandine Dalena. Ces pubs se comptent par dizaines sur TikTok. Elles promettent des lèvres pulpeuses grâce à des injections. De quoi faire rêver les utilisatrices de ce réseau, souvent mineures, mais aussi créer des troubles chez ces jeunes en pleine construction. L'impact psychologique est en effet assez compliqué parce qu'il est aussi lié à une société qui valorise, avec la démocratisation des réseaux sociaux, l'image comme une manière de se sentir beau, de se sentir donc exister et donc de se sentir heureux.
Et donc, on est dans cette idée que l'apparence devient un enjeu purement existentiel. Et donc, il y a une forme de dysmorphophobie sociétale. Qui s'accroît grâce à des pratiques illégales. D'une part, parce que TikTok a été rémunéré pour diffuser ses vidéos, alors qu'il est interdit de faire la promotion d'actes de soins. Et d'autre part, ces soi-disant professionnels qui vous proposent des injections ne sont pas toujours des médecins. Sarah, que nous avons rencontrée il y a quelques mois, en a fait les frais. Quand je suis arrivée, en fait, c'était hyper à la chaîne. C'est-à-dire qu'il y avait une fille qui était avant moi, une fille qui était après moi, et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, bon, ça ressemble pas vraiment à un cabinet. Quelques jours plus tard, que je commence à me dire, mais ça part pas, en fait. J'avais énormément d'acide, que j'avais peut-être 4 millilitres dans les lèvres, alors que normalement, c'est maximum, entre guillemets, 1 millilitre. Ma lèvre, elle allait exploser, en fait, clairement. Certaines jeunes femmes se retrouvent même avec des lèvres nécrosées. Face à ces dérives, le syndicat de chirurgie plastique milite pour l'interdiction de la vente libre d'acide hyaluronique afin qu'il ne puisse être acheté que par des médecins. Nouvelle défaite du PSG dans cette tournée asiatique. Après Osaka, c'est l'Inter Milan qui a dominé le club. Pourtant, pas d'inquiétude dans les rangs parisiens. Maxime Montiou avec Fabrice Hawkins. Du mieux dans le contenu, mais toujours pas de victoire pour le PSG dans sa tournée asiatique. Les Parisiens se sont même inclinés pour la deuxième fois consécutive. Malgré un très beau but de Vitinha pour ouvrir le score, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés 2-1 contre l'Inter. On n'est pas inquiet. C'est vrai que le plus important dans le foot, c'est les résultats. Mais on sait qu'on est dans un moment d'adaptation avec un nouveau coach qui nous demande beaucoup de choses. Après, on essaie de le mettre le mieux en place possible sur le terrain. La patte du technicien espagnol s'est vue sur certaines belles séquences de possession. Mais les 2 buts encaissés en 2 minutes face au dernier finaliste de la Ligue des Champions montrent que Paris n'est pas encore prêt, notamment sur le plan défensif. C'est à nous de continuer à travailler. Et tous ces petits détails, peut-être pas de manque de concentration, mais mieux maintenir la position. Peut-être que dans le futur, j'espère vite, parce que le championnat commence très vite, régler tout ça pour gagner les matchs. Il reste une dernière chance aux Parisiens pour décrocher une victoire sur cette tournée asiatique. Ce sera jeudi contre les Coréens du Yeonbuk Motors. L'occasion peut-être de voir les premières minutes de Neymar. Le Brésilien est resté sur le banc ce mardi à côté de Marco Verratti. Allez, restez avec nous sur BFM TV. L'information se poursuit évidemment. Dans quelques instants, on reviendra en détail sur cette évacuation militaire toujours en cours au Niger. 2 avions de l'armée française sont mobilisés. Une opération en urgence par crainte d'un durcissement du climat politique dans le pays. A tout de suite.